Une éolienne qui tourne, c'est beau, et ça permet de produire de l'électricité. Mais comprendre combien d'électricité est produite et comment ce simple mouvement des pales permet de transformer l'énergie qui vient du vent en énergie électrique qui est capable d'allumer votre lumière ou d'alimenter l'écran de votre téléphone, ça, c'est la merveille de l'induction électromagnétique. Alors approfondissons ça. Étudions l'intensité d'un courant induit. S'il y a un courant qui est induit dans un conducteur, c'est parce qu'il y a une variation de flux magnétique, delta phi, qui provoque une tension électrique aux bornes de ce conducteur. Le flux magnétique, ça correspond au champ magnétique B fois la grandeur de la surface traversée fois le cosinus de l'angle entre le champ magnétique et la normale à la surface traversée. Les expériences qu'on peut faire avec les aimants et les circuits nous montrent qu'en fait la tension générée est proportionnelle à cette variation de flux, que la tension est proportionnelle à l'inverse de l'intervalle de temps de cette variation de flux. Donc plus la variation de flux est rapide, plus la tension générée sera grande. Et finalement que cette tension est proportionnelle au nombre de spires qui sont affectés par la variation de flux. Plus le nombre de spires est important, plus la tension générée aux bornes du circuit sera grande. Pour bien comprendre l'intensité générée par cette induction électromagnétique, on va prendre un modèle théorique. On va imaginer qu'il y a un cadre conducteur qui est en forme de U, avec un barreau conducteur qui est posé dessus, donc ça nous donne un circuit fermé, et que ce cadre est placé dans un champ magnétique uniforme et perpendiculaire au circuit. Imaginons maintenant que le barreau qui est simplement posé dessus, on va le pousser pour qu'il se déplace. Donc si on pousse le barreau, ça veut dire que la surface traversée par le champ magnétique va varier. Donc on a bien une variation de flux magnétique, donc delta phi, qui correspond donc à delta de B fois S fois cos alpha. Or, comme je vous ai dit, le champ magnétique dans lequel on travaille, il est uniforme et constant, et le cos alpha, tant qu'on ne change pas l'angle entre le champ magnétique et la surface, cos alpha dans ce cas-ci, il vaut 1. Donc en fait, cette variation de flux, ça correspond à B fois la variation de la surface. Donc, cette variation de surface, on va la symboliser comme étant L, la largeur du cadre, fois delta x, le déplacement dans le sens de la longueur du cadre qu'on fait en poussant la barre. Donc en fait, delta phi est égal à moins B fois L fois delta x. Pourquoi il y a un signe négatif? C'est parce qu'en fait, la variation de flux correspond à une diminution de cette surface. Donc si S diminue, delta S est donc négatif. Donc la variation de flux, ça correspond à moins B fois L fois delta x. Donc, avec une variation de flux dans un circuit fermé, ça induit donc un courant. Et le sens de ce courant sera abordé dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, s'il y a un courant dans la barre, et que cette barre est dans un champ magnétique, forcément, si vous avez un courant électrique dans un champ magnétique, ça va provoquer une force électromagnétique. Et par la règle des 3 doigts, si vous mettez votre index dans le sens du courant, votre majeur dans le sens du champ magnétique, votre pouce vous indique la direction de la force électromagnétique, et vous voyez que la force électromagnétique pousse vers la gauche dans ce cas-ci, qui a donc une grandeur de B fois I fois L fois sinus alpha, dans ce cas-ci sinus alpha vaut 1. Donc la force électromagnétique vaut B fois I fois L. Si on veut faire avancer le barreau à vitesse constante, il faut donc exercer une force motrice égale et de sens opposé à la force électromagnétique qui est générée par le courant induit. Donc, pour déplacer la barre d'une distance delta x, on va donc exercer un travail, parce qu'on exerce une force fois une certaine distance, un travail de la force motrice qui correspond donc à cette force motrice fois delta x. Donc, si la force motrice doit être égale et de sens opposé à la force électromagnétique, on peut dire que le travail de la force motrice est égal à B fois I fois L fois delta x. Or, on a vu juste avant que le delta phi c'était moins B fois L fois delta x. Du coup, on peut dire que le travail de la force motrice, on injecte le delta phi dans cette première équation, le travail de la force motrice c'est donc égal à moins delta phi fois I. Donc le travail de la force motrice, moins delta phi fois I, se fait transformer petit à petit en énergie électrique, qu'on va donc symboliser. Donc,
le fait de pousser cette barre, on a communiqué de l'énergie au système, et cette énergie est stockée sous forme d'énergie électrique, qu'on va symboliser par W électrique. Donc en fait, le travail de la force motrice correspond à l'énergie électrique emmagasinée par le système. Et comme l'énergie électrique, si vous vous souvenez des cours de quatrième, l'énergie d'un système, ça correspond à sa puissance fois son temps. Donc ici, on peut dire que l'énergie électrique est égale à la puissance fois delta t, le temps pendant lequel cette opération a lieu. Et la puissance électrique, on avait vu ensemble l'an dernier que la puissance, ça correspond à la tension électrique U fois le courant I. Et donc, on peut dire que l'énergie électrique générée correspond à U fois I fois delta T. Donc, U fois I fois delta T, ça correspond donc à notre énergie électrique, qui est donc égale au travail de la force motrice, qui correspond à moins delta phi fois I. Donc, en conséquence, on comprend maintenant que la tension électrique générée, si on isole ce terme dans l'équation, ça correspond à moins delta phi sur delta t. Et donc, dans une bobine qui aurait un certain nombre de spires grand N, on peut dire que l'effet sur chaque spire s'additionne, et donc la tension générée, U, est égale à moins N fois delta phi sur delta t. Donc là, on connaît maintenant la tension U, et si on connaît la résistance totale du circuit qu'on symbolise par R, comme on sait que la tension U est égale à R fois I, U égale RI, de nouveau au cours d'électrocinétique de l'an dernier, et bien du coup là on va pouvoir trouver le courant I. Le courant I correspond à moins N fois delta phi divisé par delta T, divisé par R. Et donc là, on a arrivé à trouver la solution. En fait, l'intensité d'un courant généré par une variation de flux magnétique, ça correspond à moins N sur R fois delta phi sur delta T. Et là, on y est. Là, vous avez calculé l'intensité d'un courant induit.